Bonjour Grégoire. Bonjour Johanna, comment vas-tu? Alors vous êtes à la tête de One Soccer Agency, donc c'est une agence pour les joueurs de football. Est-ce que vous faites aussi les entraîneurs ou c'est juste que les joueurs? Donc je fais des joueurs, des joueuses, des grandes stars, des jeunes à potentiel, des coachs. J'ai quelques très grands coachs avec qui je travaille, mais c'est plus rare parce que c'est plus compliqué. Par exemple en France, s'il y a 18 clubs en Ligue 1, ça fait 18 coachs potentiels. Alors que des joueurs, avec 18 clubs, bah, tu fais x20 quoi. Donc Ouais, ça fait 400 joueurs potentiels. Il n'y a pas de limite quand c'est pour les joueurs. Mais du coup, vous faites les joueuses et les joueurs, mais est-ce que c'est deux agences différentes? Parce que certains agents, ils ont une agence dédiée uniquement pour les filles et une autre agence pour les hommes, et ça ne se mélange pas trop en termes de staff? Ou est-ce que vous, votre équipe, c'est un... Non, c'est exactement la même, en sachant qu'on limite à 10 joueurs et 10 joueuses, pour pas qu'il y ait trop de joueurs sous contrat. Je connais un agent en Angleterre, il a 400 joueurs sous contrat, il ne connaît même pas les prénoms des joueurs. Et moi, je ne veux pas rentrer en fait, dans ce jeu-là, je ne veux pas être une usine, je veux qu'on prenne notre temps pour chaque joueur, chaque joueuse. Justement, avec les rapports que vous avez avec les joueuses, est-ce qu'ils sont complètement différents de ceux que vous avez les joueurs? Parce que vous avez fait, par exemple, Aurélien Tchouameni. On négocie pas un contrat avec Aurélien de la même façon que vous avez négocié, par exemple, le contrat avec Kelly Cago quand elle est partie à Everton. Alors honnêtement, réellement, qu'on fasse un deal en amateur ou en professionnel, quasiment ça va nous prendre le même temps, même si ça paraît fou. Et après les sommes, bah, c'est comme quand on joue au poker. Tu joues au poker 10 €, ce sera le même stress que quand tu joues au poker 10 millions. Ce sera le même jeu. Donc non, réellement c'est compliqué. Je veux dire, plus on bosse à bas niveau, plus c'est difficile pour moi. Parce que souvent on est avec des gens qui n'ont pas beaucoup d'honneur, pas beaucoup de paroles. Et ça peut changer à n'importe quel moment. Alors que quand on travaille avec le Real Madrid, avec Manchester City, Everton, bon, on a des gens à un certain niveau qui ne sont pas là par hasard et on travaille plus sereinement. D'accord. Et pour ceux qui veulent savoir un peu ce qui se passe avec les agents, vous êtes enregistré à la FIFA. Est-ce que il y a des agents qui vont vous contacter parce que vous êtes enregistré, ou des conseillers de joueurs plutôt qui vont vous contacter pour vous aider à faire des deals, ou vous travaillez plutôt en autonomie avec vos joueuses en direct? Alors, quand j'ai commencé, bah, évidemment, je me suis associé avec d'autres agents, surtout en Angleterre. C'est pour ça que j'ai pu avoir mes premiers essais à Chelsea, à Manchester City, à Liverpool avec mes jeunes. Et maintenant, je suis arrivé à un niveau où j'ai tous les clubs, tous les présidents quasiment en direct. Et voilà, après... Bon, quand la dernière fois c'était un dimanche soir à 20 h et que tu reçois un petit texto du président d'un des plus grands clubs du monde en Espagne, je ne vais pas dire lequel, mais bon, c'est sympa. Même moi, parfois, je me rends compte que j'ai vraiment évolué. Donc, plus on devient important, plus on va en direct avec les clubs, parce que quand on va avec un autre agent, on partage la commission aussi. Généralement, c'est 50% pour celui qui amène le joueur, 50% pour celui qui amène le club. Donc, c'est mieux d'aller en direct. Mais justement, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le milieu des agents, vous prenez combien en fait sur les joueuses? Vous prenez un pourcentage à la signature et vous prenez un pourcentage aussi sur la totalité de leur salaire avec le club? Comment ça se passe? Non, en fait, on prend un pourcentage en fonction du nombre d'années. Si elle signe 3 ans, eh ben, chaque septembre, si elle signe le 1er juillet, ça sera au 1er septembre qu'on va prendre 10%, mais ça peut être 3%. Ce serait entre 1 et 10, on va dire, de son salaire, chaque année. Deuxième année, on va reprendre en septembre. Mais si elle est transférée, c'est-à-dire elle fait une saison pleine et après elle part, eh ben, on ne touchera pas les commissions suivantes. Donc on ne prendra que pour la première année. D'accord. Et ça, c'est aussi le problème de plusieurs agents qui ont une joueuse qui a un bon salaire. Le club veut la transférer, la joueuse veut partir, mais lui sait que si elle part parce qu'elle n'a pas performé, elle aura un plus petit contrat, donc une plus petite commission. Donc parfois, il bloque les deals. Ah ouais, donc c'est important les transferts. Et qu'est-ce qui se passe pendant les prêts? Après, c'est la même chose, on ne prend plus rien du club qui possède le joueur, on reprend du club qui prend en prêt le joueur. D'accord, donc il y a toute une économie derrière justement ces marchés de transfert, de mercato, qui pour la plupart vont ouvrir le 1er juillet, mais le mercato il a déjà commencé pour vous. Est-ce que vous commencez en même temps que
pour les joueurs et pour les joueuses, vous commencez à peu près à la même période, où vous avez tendance à plus anticiper pour les joueurs? Alors, honnêtement, c'est un travail à l'année. Je prends l'exemple de Kelly Gago, quand elle est en équipe de France et qu'elle met un beau but, j'envoie à tous les clubs. Bon, je ne devrais pas dire ça, mais c'est la réalité. En fait, tu es obligé de donner une actualité. Et après, oui, là, on est en juin, mi-juin. J'ai déjà fait 7 transferts et c'est quasiment fini pour moi. J'ai très bien travaillé. Les joueurs, c'est un peu plus lent parce que comme on est en France, il y a des problèmes de droits télé, on ne sait pas encore leur budget. Donc, pour moi, je suis dans le bon timing, mais il me reste 2 mois et demi de transfert, plutôt de joueurs que de joueurs cette fois-ci. Mais c'est plus intéressant de faire des transferts en début de saison. Ça évite le stress du document qui manque à la dernière minute et de ne pas pouvoir faire justement un deal avec un joueur. Mais la différence que moi je vois dans le marché des transferts, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'on a tendance, surtout en France, par rapport à l'Angleterre, à prendre des joueuses qui sont en fin de contrat et de ne pas racheter en fait justement ces joueuses parce qu'il leur reste 1 an, 2 ans. On va vraiment attendre que la joueuse ait fini son année pour ensuite la faire signer dans un nouveau club. Est-ce que c'est quelque chose que vous qui avez des joueuses un petit peu à l'international, vous trouvez que c'est un peu spécifique à la France parce qu'on voit ce schéma nettement moins par exemple en Angleterre où il y a Chelsea qui hésite pas à acheter le problème en France, c'est qu'il n'y a qu'un seul club qui est capable de payer des transferts, c'est Lyon. Paris Saint-Germain, pour l'instant, ils n'ont pas payé de transfert et je pense que ce ne soit pas leur politique. Paris FC, la même chose. Bon, Dijon, j'en parle pas. Et c'est vrai que le foot féminin a énormément évolué ces dernières années et que il faut s'adapter et il faut pouvoir payer des transferts parce que si on attend à chaque fois que les top joueuses aient fini en transfert, c'est trop tard. Donc surtout qu'on a la concurrence énorme des États-Unis qui peuvent payer des sommes incroyables et de l'Angleterre. Donc c'est vrai qu'on devrait évoluer aussi au niveau des transferts, comme chez les hommes. Il y a eu Mbappé qui a signé libre au Real Madrid. Mais bon, parce que sinon, il partait pour 100 millions, je veux dire. Mais sinon, il faut commencer à payer des petites sommes en France. Lyon le fait, il faut que les autres clubs suivent aussi. Et les contrats sont de plus en plus longs. Je me rappelle, il y a 5-10 ans, souvent les joueuses, elles signaient que 2 ans. Maintenant, on commence à avoir des contrats de 3, 4, 5 ans. Est-ce que pour vous, c'est un signe que la médiation du football féminin, le développement du football féminin va de plus en plus vers l'avant? Alors après, il faut comprendre que le foot féminin est tellement en train d'exploser que c'est une mauvaise chose de signer 4 ou 5 ans une joueuse, même à des bonnes conditions. Parce que, par exemple, là on est en 2025, mais en 2020, quand on signait une joueuse en Angleterre pour 5 000 € par mois, c'était l'Eldorado. Maintenant, on peut signer pour 20 000 une bonne joueuse par mois. Donc c'est pour ça que pour moi, il ne faut pas les bloquer trop, parce que comme on est en période d'explosion, dans 3-4 ans, on sera énervé d'avoir signé à ces conditions-là. Et il faut savoir qu'une fois qu'on a signé, si le club ne veut pas renégocier, c'est fini pour nous. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir plutôt des contrats de 2-3 ans. Par exemple, là, il y a eu un transfert il n'y a pas longtemps, c'est de Marie-Antoinette Katoto qui a signé à Lyon pour 4 ans. Est-ce que, selon vous, du coup, c'est un trop gros contrat ou... Après, il faut voir la dynamique de la joueuse, il faut voir la dynamique du club. Si la joueuse va en progression constante et qu'on se dit qu'il n'y a pas de ballon d'or, il ne faut pas la signer 4 ans. Si la joueuse est un peu moins bien depuis quelques années, il faut la signer 4 ans. Parce qu'on sait qu'elle a déjà atteint son pic. Donc en fait, tout dépend du potentiel de la joueuse et de ce qu'elle va devenir. Parce que moi, je connais des joueuses, elles sont aussi sur la fin de leur carrière, je le vois, parce qu'elles ne s'entraînent pas, parce qu'elles ont la mauvaise hygiène de vie. Donc moi, je préfère la signer 4 ans et être tranquille. Mais si la joueuse est en pleine explosion comme Kelly, la signer 4 ans, ça serait une erreur pour moi. Elle est en contrat pour l'instant à Everton, je crois que jusqu'à 2027. C'est encore 2 années. Encore 2 années, ouais. Mais justement, en parlant de Kelly, sans vouloir faire un focus sur une seule joueuse, c'est une joueuse qui a joué en France à Saint-Etienne, qui est partie en Italie. Elle n'a fait que 6 mois à Nantes avant d'aller dans le championnat anglais. Comment ça se passe avec tous ces changements? C'est-à-dire qu'en un an, elle a quand même connu 3 clubs. Alors honnêtement, c'était pas ce qu'on souhaitait. Parme, s'ils étaient montés à l'époque de Série B à Série A, on serait restés. Mais ils ne sont pas montés, donc on n'est pas resté une 2e année en Italie. Nantes a fait un transfert pour Kelly n'est pas venu gratuitement. Donc on était très heureux, on avait signé quasiment 2 ans. Et après, il y a eu l'équipe de France.
Et honnêtement, je remercie le coach Nicolas Chabot parce qu'il a été correct avec nous et il sait que si la joueuse veut rester en équipe de France, et on voit bien la liste de l'Euro, t'as aucune joueuse de Guingamp qui joue avec l'équipe de France. On sait tous que c'est que des joueuses qui jouent la Champions League dans les grands clubs. Oui, même si il a quand même ouvert, il y avait Sini Caputo qui était de Saint-Étienne. Mais maintenant je parle pour l'Euro. Maintenant pour l'Euro, oui, c'est vrai que la plupart des joueuses viennent du Paris FC, du Paris SG, de Lyon. Et quelques joueuses qui viennent de Chelsea ou de San Diego, mais c'est principalement là ces joueuses qui ont été citées. Et donc il y a Kelly. Voilà, c'est pour ça qu'il fallait prendre la décision d'aller dans un plus grand club. Et encore une fois, on n'a pas quitté Nantes pour aller à Montpellier. On a quitté Nantes pour la première ligue anglaise et Everton, qui a accepté de payer les bonnes conditions à Nantes aussi. Et voilà, et nous, notre but, c'est de rester le plus longtemps possible pour qu'elle s'épanouisse. Mais après, c'est toujours la même chose. Si demain, tu as le Barça qui fait une offre, ça fait réfléchir tout le monde. Donc notre but c'est de rester le plus longtemps possible à Everton, mais après on verra le destin. Après, elle peut aussi revenir en D1, comme vous expliquez, des clubs comme le Paris Saint-Germain ou Lyon sont potentiellement capables de faire une belle offre et la faire revenir justement sur cette division. Vous connaissez très bien cette division pour la D1 Arkema, enfin Arkema Première Ligue maintenant. Vous connaissez aussi le championnat anglais. Quelles sont les différences selon vous entre ces deux championnats et sur la façon dont vous faites le recrutement en fonction des demandes? Est-ce qu'en France, on va plus vous chercher pour un profil ou parce qu'on veut une joueuse spécifique? Alors je trouve que le foot français féminin était en avance dans le monde. Malheureusement, les autres, je parle de l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis, sont en pleine expansion. Je connais aucune joueuse en Angleterre qui veut quitter l'Angleterre. Et je connais toutes les joueuses qui jouent en France qui veulent quitter la France pour aller en Angleterre. Ou en Espagne, parce que les stades sont un petit peu plus remplis aussi. Et après, le problème de la France, c'est que en gros, tu as 3 grosses équipes et après, le reste, c'est faible. Donc c'est pour ça que tu as des joueuses qui se retrouvent à mettre des triplés contre Guingamp. Mais en Angleterre, tu ne peux pas faire ça. En Angleterre, je me rappelle Crystal Palace, qui était dernier, je crois qu'ils sont descendus, en janvier, ils ont fait des recrues de joueuses qui jouent à Champions League. Et on parle de Crystal Palace. Nous, en France, Guingamp, ils ont pu signer une joueuse qui était remplaçante en D2. Donc déjà, il y a une différence de moyens. Et en Angleterre, tous les matchs sont durs. Il n'y a aucun match facile. En France, tu as 3 matchs difficiles dans l'année et après, tu en as 9 tranquilles. C'est pas normal. C'est vrai, il y a aussi... Et c'est pas bon pour l'intensité aussi. Donc, du coup, est-ce que, selon vous, le fait qu'il n'y a que 3 gros clubs en France et que les autres clubs sont un peu de second tableau, ça n'aide pas justement Lyon ou le Paris FC à être performant en Ligue des Champions? On l'a vu, Arsenal qui a pris le titre, qui a éliminé Lyon. Il y a quelques années, on n'aurait pas imaginé ce scénario. Arsenal, je les ai vus jouer contre Everton et j'avais trouvé que c'était la meilleure équipe en Angleterre avec le meilleur fond de jeu. Ils n'ont pas été champions de Chelsea là, parce qu'ils ont plus de talent brut. Mais je me doutais qu'Arsenal pouvait faire quelque chose d'intéressant contre Lyon. Et après, oui, c'est la France, il y a Lyon. Malheureusement, les autres clubs, ils ont de moins en moins de moyens avec la crise des droits télé. Et puis en Angleterre, ça continue. Mais comme chez les hommes, en Angleterre, dès qu'ils bougent, ils sont tellement professionnels qu'ils cassent la baraque tout de suite. Et autre chose, nous, en tant que journalistes, on a du mal à connaître le salaire des joueuses, mais on se doute qu'il y a quand même une grande différence de salaire entre les joueuses qui jouent en France ou à l'étranger. Est-ce que, quand vous expliquez un peu plus tôt que les Françaises veulent partir, c'est aussi par rapport à ce côté financier où elles sont obligées d'avoir un second travail et, par exemple, faire aussi un peu de l'influence sur les réseaux sociaux pour avoir des compléments de revenus. Parce que le statut de professionnel en France, c'est quand même un peu compliqué. Alors réellement, financièrement, les plus gros salaires en Angleterre, c'est dans les 500 000 € net par an. Donc ça fait 40 000 net par mois. Lyon paye aussi à ce niveau-là, Paris aussi, et tout le reste, ça passe à 5 000 par mois en fait. Donc financièrement, il y a un énorme écart. Mais c'est pas que financier, c'est vrai qu'il y a les conditions d'entraînement. Tu as des féminines en première division qui s'entraînent le soir sur des synthétiques, il n'y a pas de physio, pas de kiné. Il faut qu'on change tout.
Donc il y a des belles annonces toujours de la Ligue tous les ans, ils vont changer le monde. Mais ce qu'on voit juste, c'est que tous nos talents, ils partent. Après, moi je peux prendre des exemples. Manon Dufresne, qui a été meilleure joueuse. Qui était à Nantes, je crois qu'elle a eu le plus beau but, meilleure joueuse du mois d'octobre 2024 en première Ligue Arkema, qui signe en Italie. Kelly Gago, qui a quitté Nantes après 6 mois. Donc Nantes, c'est un peu un tremplin. Nantes, c'est un tremplin. Non, c'est un très bon coach qui développe très bien les joueuses. Mais après, je pourrais te donner d'autres exemples. Mais malheureusement, ces joueuses-là, qui va les remplacer? Parce que nous, on n'a pas les moyens d'aller chercher en Allemagne. Donc là, j'ai ramené une très très bonne joueuse. Je m'occupe d'Ena, qui joue en Bundesliga et en équipe nationale de Bosnie. Je l'ai proposé à des clubs parce qu'elle est intéressée pour venir en France, mais j'en ai pas beaucoup des joueuses qui jouent à l'étranger, en Espagne, en Bundesliga, qui sont prêts à venir en France. Voilà, réellement, petit à petit, on va devoir faire jouer nos jeunes, le niveau va un peu baisser, parce qu'on attire moins qu'avant. C'est aussi le problème de la France, et je suis français, et j'aimerais qu'en France, ça soit un niveau incroyable, et chez les hommes et chez les femmes, mais malheureusement, ce qui se passe avec droit télé, ça va faire mal à tout le monde. Et comment ça se passe aussi, cette relation avec le scoutisme des clubs? Est-ce que vous avez régulièrement des bons rapports ou ils sont un petit peu, quand ils vous voient arriver, ils sont un peu méfiants, ils vont peut-être essayer de piquer? Non, honnêtement, alors, tous les clubs sont très cordiaux avec moi, enfin, ils sont très respectueux. J'ai les contacts très facilement parce que je suis réputé maintenant, ça fait 10 ans que je suis agent FIFA, heureusement. Dans le foot féminin, dans le foot masculin, c'est toujours compliqué parce qu'il y a tellement de gens qui sont impliqués dans ce football que les clubs, ils en ont marre d'être appelés 50 fois par jour. Mais bon, j'ai des liens de confiance. Mais c'est vrai que le foot féminin, comme on est un peu au tout début du professionnalisme, c'est plus facile pour moi de faire des deals. Et voilà, je peux appeler demain un président du Real Madrid, c'est plus facile. Faire la même chose chez les hommes, après Florentino Pérez un dimanche à 20h. Moi, je ne sais pas s'il va répondre. C'est un peu plus compliqué. En tout cas, pour moi, il y a un problème de scouting, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de scouting. Everton, ils ont. Mais en France, c'est le coach qui regarde les profils, qui regarde la vidéo. On est obligé de faire un peu un travail pour qu'ils aient toutes les informations dès le départ. Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir des recruteurs qui voyagent dans l'Europe comme dans le foot masculin. Ouais, ça, il y a aussi le problème du budget, mais ça se développe. Voilà, c'est un peu. Mais c'est vrai que les entraîneurs, ils font un peu tout dans le foot féminin. Et au niveau de la médiatisation du football féminin, est-ce que vous voyez une amélioration dans le futur, plus ou moins proche, ou il y a encore beaucoup de travail à faire sur la mise en avant des joueuses? Parce que vous, par exemple, une partie de votre travail aussi, c'est faire de la veille média sur vos joueuses. Donc, quand vous comparez vos joueuses par rapport à vos joueurs, vous allez avoir plus de contenu sur vos joueurs masculins que sur les joueuses féminines. Comment vous voyez cette différence et comment vous essayez justement de pallier, parce que le manque de médiatisation affecte directement vos joueuses qui pourraient avoir plus de contrats de sponsoring, par exemple avec des marques. Alors déjà au niveau du sponsoring, il faut savoir qu'Alex Morgan, qui joue aux États-Unis, elle avait des revenus de 7 millions par an, c'était 500 000 € de salaire, 6,5 millions de sponsors par an. Moi en France, j'ai des top joueuses, ils ont quasiment rien. Donc là c'est vrai que les marques n'investissent absolument pas dans les athlètes. Chez les hommes, c'est à peu près la même chose, sauf on va me dire Mbappé, oui, il a des sponsors, mais sinon, même l'excellent joueur en France, même Pogba, il a Adidas. Mais il n'a pas 10 sponsors, on parle de Pogba, qui a quand même fait une grosse carrière. Après, peut-être que certains joueurs préfèrent avoir justement un ou deux gros sponsors plutôt d'avoir plein de petits. On le voit, par exemple, on prend un club comme le Paris Saint-Germain, ils ont Nike sur le maillot, c'est tout. Vous allez sur des clubs de Ligue 2, il y a 50 000... Il y a des pancartes un peu partout. On voit à peine le logo du club, tellement qu'il y a 50 000 sponsors qui sont là aussi. Donc peut-être aussi... Je trouve qu'il faudrait éduquer les entreprises, faire plus de conférences sur le sponsoring et pour leur montrer à quel point le sponsoring peut les aider à développer leur image, parce que c'est des émotions réelles, fortes, qu'on vit quand on regarde un match et on s'assimile au maillot, aux sponsors, etc. Donc nous en France, souvent on est un peu réticents, on met pas beaucoup d'argent, alors que y a eu beaucoup d'études qui disent que plus on investit en sponsoring, plus on a de retour sur investissement. Et si vous pouvez donner un conseil à des joueuses qui ne sont pas forcément dans votre agence, mais
qui ne sont pas forcément très friands de s'exposer sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait que maintenant les réseaux sociaux c'est aussi l'avenir du développement du football féminin. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire? Alors déjà, je leur dirais de se battre, de s'y faire les bons choix, c'est-à-dire bien manger, bien boire, bien dormir. Voilà, c'est hyper important, se coucher avant minuit, lire des livres. Voilà, parce que plus on fait travailler le cerveau, meilleur on est sur le terrain, il n'y a pas de secret. Et après, bon, c'est vrai qu'il faut un peu de talent, un peu de chance. Moi, ce que je vois surtout en foot féminin, c'est énormément de mauvais agents qui plantent des joueurs, qui plombent les carrières des joueurs, comme quasiment toutes mes joueuses ont eu avant moi d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il faudrait que ça change un peu dans le sens où... Mauvais agents dans le sens des arnaques, parce qu'on a vu il y a des arnaques, ou plutôt dans le mauvais conseil, ou mauvaise façon de... Ouais, mauvais conseil. J'ai eu une joueuse qui était demandée à 10 ans par le Real Madrid et son agent, je lui ai dit de re-signer en D2 française. Là, on est dans des choses qui sont incroyables. Donc je ne sais pas s'ils sont nuls ou s'ils voient que leur intérêt. Mais voilà, si on veut être un bon agent, il faut d'abord penser à l'intérêt du joueur et de la joueuse. Donc être bien entouré, c'est très important. Et ça peut être, c'est pas que l'agent, ça peut être le copain, la copine. Par l'entourage. Ouais, mais maintenant tout le monde veut donner son avis sur un transfert. Donc pour nous c'est compliqué. Parfois moi. Mais pourtant un transfert c'est censé être secret, donc en parler peut aussi faire capoter et empêcher une signature. Parce que quand on a beaucoup de rumeurs de mercato, on était quasiment sûr. Et pour un détail, le contrat ne va pas être signé et ils se rendent compte, par exemple, l'entourage est trop nocif, ou où ils ont peur que ça se passe pas bien dans le vestiaire. Il y a vraiment. Est-ce que vous avez l'impression que les clubs font vraiment ce qu'on appelle un KYC, Know Your Customer, autour de la joueuse pour vérifier que c'est le fit et pas que les capacités sur le terrain, mais comment elle réagit, comment elle gère sa communication? Déjà, je parle des clubs anglais. Premièrement, il y a une très mauvaise image des joueuses françaises en Angleterre. Très mauvaise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un essai sur le terrain, il y a un essai où il y a le président et l'entraîneur qui vont nous inviter à dîner et on va faire un dîner pour voir la mentalité de la joueuse, la mentalité de l'agent. Et si les deux ne correspondent pas, ciao. Maintenant, c'est comme ça. Et ils nous disent la vérité, ils nous disent non, on a eu trop de problèmes avec des joueuses. Bon, au PSG, il y a eu quand même beaucoup de choses. Il y a eu des plaintes de joueuses contre des entraîneurs. Il y a eu aussi des règlements de compte. Enfin, je ne vais pas revenir, mais c'est quand même des choses qu'on ne voyait pas trop dans le foot féminin avant. Donc l'image, elle n'est pas bonne. Et les joueuses françaises n'ont pas la cote au niveau de leur mentalité. Évidemment, Kelly, c'est le top. Donc, grâce à ce type de joueuse, on revient en force en Angleterre. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent des anciennes joueuses qui leur disent ce qu'ils pensent, parce qu'on évolue avec Kelly, imaginons. Après, ils essaient de parler avec l'entraîneur s'ils se connaissent. Donc oui, maintenant, il n'y a plus de recrutement par hasard comme il y a eu. Donc être une excellente joueuse ne suffit pas sur le terrain. Si, ça suffit pour la France. Mais quand tu veux partir dans des grands clubs étrangers, si la mentalité ne correspond pas, tu n'iras pas. Et on peut voir qu'il y a des joueuses d'équipe de France qui n'ont jamais en Angleterre, par exemple. Donc, pour en revenir à ça, on a eu l'exemple, par exemple, de joueuses qui ont fait des sorties médiatiques qui n'étaient pas très contrôlées par la communication du club ou par leur agent. Ces joueuses se sont fermées des potentiels transferts dans des clubs. Évidemment, quand on entend dans les médias qu'il y a une joueuse qui a été tête contre un entraîneur ou un directeur sportif, je pense que le club anglais, il ne prendra pas le risque de ramener ça dans un vestiaire. Donc c'est pour ça qu'en France, on va dire oui, c'est pas grave, c'est fun, etc. Mais non, mais à l'étranger, c'est très mauvais parce que ces histoires-là, elles sont reprises, amplifiées un peu partout. Et moi, qui suis un agent qui travaille surtout sur l'Angleterre, évidemment, un peu Italie, Espagne, Allemagne, ça me fait mal. Parce que moi, à chaque fois, je suis obligé de reconstruire derrière. Donc c'est vrai que le foot féminin, tout le monde se dit oui, il faut que ça aille plus vite. Déjà que chacun fasse un effort, chacun donne une meilleure image. Je ne parle pas que des gens, des dirigeants, des entraîneurs, etc. Et après, ça nous aidera à le développer. Mais malheureusement, pour l'instant, dans le foot français, on prend une pente descendante. Mais il y a des joueuses qui redonnent un peu une lumière positive avec Kelly Kago. On espère qu'il y en aura d'autres. Pourquoi, selon vous, hormis les raisons financières, il y a toujours ce rêve d'aller dans un championnat étranger, surtout l'Angleterre? Qu'est-ce que, vous qui connaissez bien ce championnat, qu'est-ce qui attire tellement en Angleterre? Alors, une fois, je suis allé voir un match de district en Angleterre.
Et il faut savoir qu'en Angleterre, c'est quasiment, on joue que sur des pelouses. Et j'ai vu la pelouse, j'ai dit c'est pas possible, la pelouse en district, elle est de meilleure qualité qu'en D1 française, à part PSG, on va dire. Et donc j'ai dit à une personne au stade, je fais comment ça se fait, comment on peut m'expliquer qu'une pelouse en district, elle est en meilleure qualité qu'en France en D1 où les mecs ils sont plusieurs à travailler sur la pelouse en plus. Et il m'a dit, c'est Grégoire, la différence, c'est la passion. Nous en Angleterre, on est des passionnés du foot. En France, le jardinier, il fait ça parce qu'il n'a rien à faire. En Angleterre, t'arrives. Je parle d'Everton, je pourrais dire Manchester City, tous ces clubs. Quand tu arrives dans ce club, tu sens une énergie de travail extraordinaire. Quand tu arrives dans un club de D1, Arkema, milieu de tableau, tu sens rien. Tu sens que c'est un peu chacun pour soi, l'entraîneur va réussir, mais le président ne veut pas mettre trop d'argent, il n'a pas le staff qu'il faut. En Suisse, c'est un peu pareil. Hein, après, AFC Bâle, qui est un très bon club. Franchement, en Angleterre, tout est carré. Par exemple, il y a un repas pour tous les joueurs, pour tous les joueuses, pour toute l'académie. Les entraînements, c'est le matin. Nous, en France, ça va être à 19h30 après les U14 entraînements sur un synthétique pourri dans la nuit. C'est un manque de respect et tout le monde le ressent. Donc c'est pas... Oui, l'argent, évidemment, en Angleterre, il est extraordinaire. Mais il est encore meilleur en Arabie Saoudite et aux États-Unis. Ouais, il y a des joueuses françaises qui sont... Ouais, j'ai des offres pour des joueuses de bonne qualité à 15 000 € par mois en Arabie Saoudite. Mais bon, elles préfèrent rester en Europe pour l'instant. Mais c'est surtout qu'en France, on ne fait pas tout pour... regarde, Marseille, ils vont arriver en première division sur un synthétique. Oui. C'est pas normal. Et en termes de média training, pour moi c'est très important. Comment vous préparez vos joueuses à être un peu plus à l'aise devant la caméra et à pouvoir en fait bien s'exprimer? Parce que comme vous l'expliquiez un peu plus tôt, c'est important pour les clubs. On va prendre le cas du Paris Saint-Germain. On a 2 joueuses qui sont toujours les mêmes, qui représentent souvent le club, qui sont très connues médiatiquement. C'est Sakina Karchaoui et Grace Guerreiro qui ont une communication très maîtrisée selon moi. Comment vous préparez justement des joueuses à être des futures ambassadrices du club, à avoir un impact sur les réseaux sociaux et à toujours être correcte, peu importe la situation? Alors, il faut savoir que moi, je suis plutôt dans la méthode, on va dire, inédite, atypique, où c'est mieux quand rien n'est préparé. C'est-à-dire que quand j'ai une joueuse, je fais passer 2-3 messages avant, pour dire voilà, il faut que tu dises que c'est un club mythique. Par exemple, Everton, il y a Samuel Eto'o qui a joué. C'est important de donner des... Donc je donne 2-3 infos et je laisse la joueuse aller à l'interview un peu de manière inattendue. C'est-à-dire qu'elle ne connaît pas les questions. En équipe de France, à chaque fois, il donne les questions avant. Donc toutes les interviews, elles sont fades. Moi, quand je vois des interviews de stars du foot comme Mbappé en France, voilà, on sait qu'il n'y aura rien de fou qui sera donné dans l'interview. On sait que ce sera une interview quadrillée. Il n'y aura pas de magie. C'est pour ça que voilà, les gens ne regardent pas vraiment les interviews live d'équipe de France parce qu'on sait que c'est tellement maîtrisé, que c'est tellement à la politicienne qu'on s'ennuie. Moi, ce que j'aime bien, et d'ailleurs quand j'ai des interviews, je dis toujours non, ne me donne pas les questions. Je préfère... les sujets quand même, pour savoir de quoi on va parler. Non, même pas, ça ne m'intéresse pas. C'est plus fun. Moi, ce que je veux, c'est que les gens, quand il y a une interview d'une joueuse, ils sentent l'imprévu. Si c'est pour faire un truc de politicien du Sénat alors que tu es un joueur de foot de 24 ans, il y a un problème. Ouais, c'est trop répété, trop politisé. On a voilà, où tu mets une minute avant de répondre à un truc. Qu'elle recrache quelque chose qu'elle a appris. Et les gens le ressentent. C'est-à-dire que quand tu es sur les réseaux sociaux, ils ressentent complètement ce que je dis, en sachant que peut-être des joueurs, l'équipe de France, c'est ennuyeux, on n'en peut plus. Ça sert à rien, les trucs pour nous dire oui, j'ai pas eu de titre, mais si, parce qu'on aurait pu, mais il y a eu ça. Arrête. Juste dis la vérité, dis ce que tu penses. Fais-nous rigoler. Mais ils ont peur de tout, ils ont tellement de sponsors qu'ils ont peur de tout. Derrière, il y a un impact, ça va être mal interprété, que ça va être repris. Ouais, mais les personnes regardent ces interviews, donc après, il peut dire tout ce qu'il veut, en réalité, personne ne regarde. Moi, j'aime bien l'inattendu. Donc, je donne quelques messages clés aux joueuses, mais c'est vrai qu'on pourrait faire un vrai travail sur ça avec des professionnels. Mais pour le moment, bon, c'est pas nécessaire. Après, j'ai de la chance, toutes mes joueuses, elles ont un certain niveau. Saba du FC Bâle, elle part bien. Kelly est super, Manon, top aussi. Donc, honnêtement, et puis c'est vrai que la nouvelle génération, ils sont plus préparés à répondre que ma génération, peut-être à l'époque. Parce qu'ils ont l'habitude des réseaux sociaux, ils sont toutes les 3 secondes sur leur téléphone à faire des interviews entre potes. Donc voilà, mais vraiment, il faut la folie sur le terrain et il faut un peu de folie dans les interviews.
En parlant de folie, moi, il y a des joueuses, je sais qu'elles ont ce côté naturel et c'est souvent des joueuses américaines où elles vont être un peu plus faux-folles dans les interviews et elles vont un peu plus se lâcher. Est-ce que c'est aussi cette mentalité française? Vous prenez par exemple Crystal Dunn, en interview, elle peut se mettre à chanter comme ça, et ça donne un peu de peps à la vidéo, tandis que les joueuses françaises, c'est réponse courte. Elles ont un peu plus de mal. Oui, après, nous, on veut se donner un style de politicien, politicienne qui sert à rien. Après, bon, ça marche pas. Réellement, moi, je regarde Twitter, c'est très intéressant. Parce qu'on voit vraiment ce que pensent les gens. Et c'est drôle d'ailleurs. Moi, j'adore Twitter, je rigole tout le temps. Quand je suis sur Twitter, je sais pas pourquoi, j'ai que des gens qui font des blagues et ça me fait rire. Et voilà, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux, rester simple. C'est vrai que les joueurs et les joueuses, parfois, ils aiment bien se prendre pour une autre personne, alors qu'ils sont simplement des joueurs de foot, qui gagnent leur vie. C'est très bien, c'est tout. Tu n'as pas changé le monde, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Donc voilà, chacun a sa place et reste naturel. Essaye d'être naturel. Et c'est difficile d'être naturel. Donc ils veulent jouer des jeux. Bon, ça marche pour leur famille et leur entourage. De toute manière, quoi qu'ils fassent, ils leur disent que c'est extraordinaire, même si c'est pourri, que c'est que des menteurs et des profiteurs. Donc voilà, s'ils préfèrent écouter ces gens-là, qu'ils restent avec ces gens-là. Et pour finir un peu plus sur votre travail, sur votre manière de travailler, est-ce que par exemple, vous êtes là, vous voyez une joueuse, vous ne savez pas si elle a un agent ou pas, vous la voyez jouer, je vais la contacter, comment ça se passe en fait, ou c'est plus des joueuses qui vont venir vers vous en disant ça se passe pas bien avec mon agent, je n'ai pas d'agent. Non, en fait, alors, maintenant les grandes stars, c'est surtout grâce à mes joueuses, parce qu'elles parlent entre elles et elles comprennent que, par exemple, Kelly, il y a 2 ans, elle était à la Sampdoria, c'était extrêmement compliqué. Il y a eu Sampdoria, à part Nantes, Everton, donc les gens ils voient qu'il y a une évolution très forte, très rapide. Ouais. Donc ils se rendent compte voilà, qu'il y a peut-être quelqu'un avec elle qui l'aide. Et c'est vrai qu'elle m'a présenté beaucoup de joueuses, elle m'a présenté Saba, elle m'a présenté Manon Ifrem. Parfois aussi, j'ai Eleni aussi Ritman. On s'est connus un peu par hasard. Voilà. Donc, parfois il y a le hasard, parfois c'est grâce aux joueuses, par les réseaux sociaux aussi, à Instagram. Et puis c'est vrai que j'ai des clubs en Italie, un club italien il me dit ouais j'ai besoin de changer effectif, j'ai besoin de 11 joueuses. Donc moi je ne peux pas donner 11 joueuses d'un coup comme ça pour la Serie A. Donc je suis obligé d'activer mon réseau. Mais c'est vrai que je demande toujours à la joueuse, est-ce que tu as un agent? S'il y a un agent, je disparais. Ça ne m'intéresse pas de bosser avec les autres agents, j'ai eu trop de problèmes, y compris sur des énormes deals en Arabie Saoudite, où je n'ai pas été payé, les mecs ne sont pas corrects. Donc je préfère ne pas faire de deal. Ah oui, carrément. Ouais, c'est un très gros deal d'un joueur du FC Barcelone, donc ça m'a fait mal. Ça a été quelques semaines difficiles parce que c'est des sommes avec plusieurs millions d'euros. Et en fait, si l'agent il veut pas te payer, même si tu as un contrat, il ne te paye pas. Parce que toi, aller l'attaquer, l'agent, en plus, c'est en Afrique, ça va déjà juste de lancer une procédure, c'est 50 000 euros. Et tu n'es pas sûr de gagner parce que s'il ferme sa boîte dans son pays, tu es mort. Ah oui. Donc c'est pour ça que moi, malheureusement. Il vaut mieux travailler seul. Ouais, je préfère donner mon temps et être en direct avec les joueurs et les joueuses que passer par un agent qui peut m'arnaquer et en sachant que j'ai fait tout le travail et que finalement je prendrai 0. Et en plus, quand je vais voir le joueur signé en Arabie, j'aurai les nerfs. Parce que pour moi, c'est difficile de voir que le joueur il a signé alors que j'ai tout fait et j'aurais rien pris. Donc ouais, on est dans un monde où il y a malheureusement plus beaucoup d'honneur, plus beaucoup de paroles. La confiance, elle est rare, ça existe, mais c'est rare. Donc maintenant, c'est à nous adapter. Je ne suis pas débile, je ne vais pas tous les ans faire des deals gratos. Non. Surtout qu'ils prennent tous des millions d'euros et moi, j'aurais rien pris, c'est pas normal. Ouais, je vois, c'est un milieu un peu particulier, on va dire. C'est la guerre un peu, ouais, chacun pour soi. c'est la jungle. Et c'est pas toujours positif pour les joueurs et les joueuses d'ailleurs, les agents. Mais ils le savent pas. Je connais Mais on peut avoir un contrat sans agent et faire appel à un avocat, mais c'est pas avocat, forcément. c'est encore pire. Non, c'est pas dans le zéro. bien. Parce qu'un avocat, il n'a pas le droit de démarcher et il ne peut pas être agent. Alors lui, donc il peut rien faire en fait. Il peut juste te dire ah oui, mais le contrat, je vais regarder l'alinéa 5, ça sert à rien. Parce que tout c'est que des contrats standards. Donc un avocat, c'est vraiment une arnaque, ça sert à rien du tout. Moi, je recommande de ne pas payer un avocat pour un contrat, puisque c'est des contrats standards, souvent de la FIFA, de la fédération. C'est simple, si tu as un agent normal, c'est bon. Mais après, combien il y a encore d'agents normaux et honnêtes, c'est ça le problème. Et il y a cette vague aussi on va dire un peu d'opportunisme, d'agents qui font exclusivement les hommes et qui disent ah c'est intéressant, les filles, il y a quelque chose à faire et qui débarquent sur ce marché. Est-ce que
ça a un impact un peu négatif puisqu'ils n'ont pas forcément les codes du recrutement féminin. Parce que pour moi, après peut-être que je me trompe, on ne fait pas un recrutement de la même façon quand on veut avoir une joueuse, on n'a pas les mêmes relations avec le club quand c'est une joueuse ou quand c'est un joueur. Mais après, là j'ai des amis qui n'ont qu'une joueuse, ils ne connaissent pas bien le marché parce qu'ils n'ont qu'une joueuse. Alors que moi j'ai une dizaine de joueuses dans chaque pays, donc je connais à peu près tous les clubs, les salaires, et c'est vrai qu'ils conseillent mal la joueuse. Moi je lui ai ramené une offre de folie d'Espagne, ça a été refusé, il ne trouvera jamais mieux. Mais je lui ai dit pourtant. Mais comme il n'a pas les codes et il ne connaît pas bien le foot féminin professionnel, il conseille mal. Donc c'est aussi... c'est très bien d'avoir un agent qui travaille aussi chez les hommes, mais s'il n'a pas le réseau et il ne connaît pas les bonnes personnes, on perd du temps et la joueuse, elle peut rester sans club. Moi j'ai des exemples de joueuses internationales qui sont restées sans club pendant 6 mois, alors que c'est des filles de 23 ans, équipe nationale, c'est incroyable. Un mauvais agent qui fait échouer le deal. Donc moi je pense que ces mauvais agents, il faut les condamner. Oui, mais en termes, on peut mieux les former. Les agents ? Les agents. En fait, former comment ? C'est-à-dire que tu es dans une négociation. Si tu es un mauvais négociateur, tu vas faire échouer le deal. Si tu es un menteur, si tu joues sur trop de tableaux, les clubs ils le savent entre eux. Il faut être intelligent, il faut être à peu près honnête. Et c'est vrai que tu as des clubs qui ferment les portes à beaucoup d'agents. Moi, je sais qu'il y a une de mes joueuses, elle m'a dit qu'elle savait qu'en Angleterre, il n'y avait que 2 agents français qui bossaient en Angleterre. Il n'y avait que moi et un autre. On n'était que 2. 2 Français. Pourtant, il y a combien d'agents en France ? Peut-être il y en a 500. Donc on voit bien qu'il y a même des agents qui passent à la télé qui sont condamnés, qui ont été condamnés en Angleterre. Bon, comme ils passent à la télé, ça n'a pas été repris par la presse française. Mais en Angleterre, ils rigolent pas. Si tu parles à un club en disant que tu représentes un joueur et c'est pas ton joueur, tu prends 3 mois de suspension tout de suite. Ah ouais. Alors qu'en France, c'est n'importe qui envoie un texto au club, il vérifie rien. Je suis peut-être un peu fort dans mes mots, mais il y a un côté amateurisme en France. En France, c'est très amateur, évidemment. Parce que moi, j'ai connu dès le départ Liverpool, donc je suis tombé avec un des meilleurs clubs du monde. Il n'y a pas que la France, même un peu l'Espagne, l'Italie un peu mieux, l'Allemagne c'est assez professionnel. Et c'est vrai que quand tu as connu l'Angleterre, c'est compliqué de travailler dans d'autres championnats. D'accord, donc merci beaucoup. Et vive l'Angleterre et on se voit bientôt là-bas. Avec plaisir. Je viendrai en Angleterre je viendrai avec plaisir l'année prochaine, enfin la saison prochaine en Angleterre.